Souvent? OK. Donc, déjà, vous remercier pour, l'organisation du séminaire et du réseau en général, en particulier toi, Corentin et Nicolas, qui mettaient beaucoup d'énergie. Ça fait un moment qu'on le suivait, donc on s'est dit que voilà, cette fois, ça pourrait être, un moment aussi de contribuer notre perspective, notamment parce que, on va plutôt arriver du côté du jeu de rôle. Là, ça se voit dans ce titre qui utilise lourdement du folklore, je sais pas, de l'imaginaire, de l'autre côté du miroir, donc Alice au pays des merveilles, un aller-retour qui est une tentative un peu lourde de mettre du Tolkien. Donc voilà, moi je suis, Jean-Merwan Godon, j'ai fricoté avec l'académique, mais aujourd'hui je suis là, en tant que représentant de l'association Porte des Plumes pour parler un peu de ce que j'ai pu faire avec, qui, est, en général, en fait, le fil directeur, c'est, la pratique et la promotion, de différents types de jeux de rôle, et on opère en gros autour de la région lyonnaise. Hem, Ça va être, le jeu de rôle, en général, mais on va chercher un petit peu tout ce que ce médium, tout ce que cette pratique peut nous permettre d'explorer un peu dans sa grande richesse, le genre d'imaginaire, le genre d'interaction qu'on peut développer en pratiquant du jeu de rôle et aussi en essayant de le faire mieux, généralement, même si on pourrait développer un peu ce que c'est. On a quand même eu, je me suis posé la question de notre participation à ce réseau parce qu'on a des activités qui, rentrent assez, clairement, je crois, dans le champ de l'accompagnement et notamment cet été, on a pu faire un cycle d'animation, de parties de jeux de rôle en maison d'arrêt, à la maison d'arrêt de Lyon-Corbach, qui était un cadre très particulier, donc auprès des personnes détenues, où on a joué, plusieurs fois par mois, enfin voilà, régulièrement pendant l'été et là, autre contexte, autre problématique, on va démarrer donc un cycle dont je parlais vite fait là, avec les personnes présentes en avance, en médiathèque auprès de petits enfants et à chaque fois en gros de 4 à 8 ans, si on en est encore là dans la planification et donc la problématique à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce public? Pourquoi enfin, co qu'est-ce qu'on amène du jeu de rôle et pourquoi et comment? Parce qu'on ne joue pas pareil avec, des enfants. Par exemple, il y a pas la lecture à 4 ans, enfin certains, mais on va pas compter sur la lecture. Par exemple, des problématiques d'attention, d'imaginaire, de format qui parle, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, c'est un peu la question. Mais je pense que pour comprendre un peu plus sa démarche, il faut remonter un petit peu dans l'histoire, qui est un peu personnelle là, au niveau des fondateurs de Portes et Plumes, où qui est une histoire un peu de frustration. On a pratiqué, le jeu de rôle, personnellement, en loisir et on était très enfin bon, je vais plutôt parler aux 1res personnes, les autres penseront ce qu'ils en penseront, mais j'étais très attiré par la promesse qu'il y a toujours dans la première page d'un manuel, dans Donjons& et Dragons, dans Pathfinder, dans je sais pas quoi. On te dit: «Waouh, tu vas vivre ton histoire, tu vas la raconter, tu vas vivre ton perso, machin, c'est génial» et donc tu y vas et à la fin de la séance, bah, tu es pas tout à fait content. Et pourquoi tu es pas content? Bah, tu peux regarder un peu les causes, tu vas avoir des tonnes de conseils sur, le railroading, tout ça, mais en tout cas, tu es pas content. Et donc ça, c'est ce qui m'est beaucoup arrivé. On a passé beaucoup de temps à théoriser, à chercher d'autres manières de jouer, tout ça, alors que pourtant, j'ai les personnes avec qui j'ai lancé, c'était quand même de loin ma meilleure table, j'étais quand même assez content, mais il y avait on cherchait des trucs en plus. Et donc l'idée, c'est: «OK, on va dépasser cette frustration, on va chercher comment faire mieux et au moins être plus content ou faire différemment». Mais donc tout ça, c'était quand même uniquement dirigé dans bien jouer au jeu de rôle. En général, je vais dire le fun. Voilà, là, vous avez 4 avatars du fun. C'est un peu trompeur parce qu'en vérité, moi, il se trouve que moi, j'aime bien mes jeux de rôle quand ils contiennent du drame, plus que du fun. C'est là où enfin, plus que des blagues, donc moi, c'est là où je m'amuse, c'est quand il y a du drame, la tragédie grecque, tout ça. Enfin voilà, c'est ce que je cherche, c'est à vivre une bonne expérience quelque part, hem divertissante pour elle-même et même si on dit, voilà, c'est même si on y met un peu plus de prétention que divertissement selon ce qu'on met dans ce mot, c'est quand même le jeu de rôle pour le jeu de rôle et donc je me suis pas mal posé la question, il y a une perception assez répandue, là, on en voit un petit peu, ces derniers jours dans les discussions sur le Discord, sur: «OK, mais quel est le lien entre le jeu de rôle, tel que je le pratique, tel que je le recherche?» parce que d'un point de vue, on a aussi une activité de quelque part de théorique et expérimentale pour tester de nouvelles choses, apprendre des choses sur notre pratique du JDR et quel est le rapport entre cette pratique à finalité du JDR et le JDR pour l'accompagnement, que ce soit éducatif ou pédagogique comme on l'a un petit peu à la médiathèque ou, thérapeutique comme il y a pas mal dans l'origine de ce réseau, comme on peut lire pas mal des publications en fait. L'activité est beaucoup, beaucoup tournée vers ça et elle est mieux renseignée et il se trouve qu'en fait
l'expérience qu'on en a eue, notamment avec la maison d'arrêt, ça a été une grande révélation que c'est non seulement très compatible, mais et c'est ce que je vais essayer de défendre, de vous montrer quelle a été heu, notre observation là-dessus, c'est que c'est vraiment, en beaucoup de points, la même chose. Si je veux avoir une bonne partie du jeu de rôle satisfaisante, en fait, je vais mettre en place pas mal de mécanismes qui sont aussi très alignés avec ce dont j'aurais besoin dans, beaucoup de situations d'accompagnement. Et donc, c'est pour ça que je vais parler aujourd'hui beaucoup plus de l'aspect intra au monde du jeu de rôle, les problématiques, de jeu de rôle en termes de jeu de rôle et comment en fait, ça nous donne des choses, d'un point de vue social, accompagnement. Donc, je vais passer ça en 3 points. D'abord, je vais commencer par la question de, caractériser le jeu de rôle et je préviens, il va y avoir la question de qu'est-ce que c'est? Pas une définition, mais voilà, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais par contre sur quels sont les enjeux et quels sont les concepts clés qui ont été développés à l'intérieur de ce qu'on essaie d'appeler la théorie rôliste, pour certains auteurs en France. Heu et qu'est-ce qui nous donne les clés pour, comprendre ce qui marche et ce qui marche moins, ce qui oriente une partie dans un sens. Ensuite, on va voir ça comment on peut, s'en occuper d'un point de vue de designer, à la fois d'auteurs de jeux, mais aussi, les designers et il y a la théorie des 3 auteurs, donc ça peut être, le maître du jeu, le meneur du jeu, vous l'appelez comme vous voulez, enfin la personne qui est responsable de tenir une partie, d'organiser une partie. Et enfin, plus spécifiquement, je vais parler de comment ça s'est incarné dans nos expériences associatives et comment on a pu orienter, utiliser ce qu'on avait découvert à l'intérieur du jeu de rôle pour créer certaines expériences, pour créer certaines dynamiques, notamment à la table. Mais ça, je reviendrai sur ces termes parce que ce sera notre première partie. Donc tout d'abord, les jeux de rôle. On va se poser un peu la question pour en faire bien de qu'est-ce qu'on fait? Heu, je vais pas je vais essayer de citer mes sources, c'est vraiment pas très facile contrairement à une discipline, plus constituée académiquement. Mais notamment effectivement, je vais prendre mon plus petit bélier pour les gens qui connaissent déjà ce genre d'entité. Qui sont à l'écran, The Forge et Ron Edwards, parce que c'est des choses qui ont déjà beaucoup été développées il y a 20 ans maintenant, entre 10 et 20 ans. The Forge, c'était donc une communauté, en ligne qui était au départ constituée pour, développer le jeu de rôle indépendant au sens, commercial, économique et notamment il y a eu Ron Edwards qui était un petit peu organisateur, modérateur et théoricien là-dedans, qui était très influent. Donc voilà, on va reprendre beaucoup d'idées qui ont été développées là-bas, donc qui sont en fait, en termes d'histoire des idées assez anciennes, mais qui je trouve aident encore beaucoup à conceptualiser les choses. Donc tout d'abord, cette histoire de, le jeu de rôle, c'est quoi? En fait, si je devais me poser à beaucoup de tables, observer ce que font les gens et dire: «OK, ça, ce sont des amateurs du jeu de rôle et donc le jeu de rôle, c'est ça», c'est à peu près ce que je dirais. On a des joueurs, des joueuses, on a un maître du jeu ou une maîtresse du jeu. Les joueurs font des personnages, la maîtresse du jeu fait le donjon, le monde et en gros, elle décide s'il les paie tous, et elle donne les répliques du personnage. En général, ça va être des histoires d'aventure et en plus, il y a des résolutions, il y a des mécaniques ludiques, parce que sinon c'est, bon, il y a le freeform. Je veux venir, ceci c'est des généralisations, hein, il y a plein d'exemples, je suis sûr que plein de gens ici pratiquent des formes qui ne tombent pas là-dedans, mais ça m'a l'air d'être ce qu'on dirait assez instinctivement après avoir approché, je sais pas, une dizaine de tables. Et donc nous, le début de l'approche, ça a été de, dire, «OK, quels éléments sont importants, quels éléments sont constitutifs et qu'est-ce qui en fait sont un peu des artefacts?» Donc, bon, on en a enlevé des plus ou moins, ponctuels, mais en gros l'idée qu'on ne retrouve pas du tout là-dedans, mais qui en fait pour nous a été déclencheuse et que dont je sur laquelle je vais beaucoup insister ce soir, c'est qu'avant tout ça, le jeu de rôle, c'est une conversation. Bon, bah oui, dans un jeu de rôle, il y a des gens qui discutent autour d'une table, hein, ils se racontent des trucs, on n'a pas l'air d'avoir dit grand chose. Et d'ailleurs, ça a été introduit, pareil, j'ai essayé de chercher les sources, c'est pas très clair parce qu'aujourd'hui dans une certaine communauté de jeux de rôle, c'est très répandu. Mais en gros, la première source qui est souvent reconnue, c'est Apocalypse World de Vincent Baker que j'ai mis là à droite parce que pareil, très influent, auteur assez génial à la fois en théorie et dans les jeux qu'il sort. Et donc voilà, lui il commençait, sa première page plutôt que de dire, «Le jeu de rôle c'est un jeu ou machin, vous allez vivre votre propre histoire», il dit: «Le jeu de rôle c'est une conversation». Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas sûr d'avoir dit grand. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, une conversation, c'est quelque chose de très structuré. Il y a même une théorie en sociologie, là, dans l'analyse conversationnelle. Je vais pas en c'est pas mon sujet, mais de ce genre de choses, on peut parler de modèle de la conversation. En fait, il y a des interactions, il y a des choses plus typiques, moins typiques, il y a des postures sociales, des phases qui se créent et en fait, c'est des choses qu'on va retrouver dans le jeu de rôle et si jamais, parfois, on a des problématiques qu'on a l'impression sont liées à
sont du jeu de rôle, en fait, ce sont souvent des problèmes de conversation, d'habitude conversationnelle et de dynamique concrète. Mais plus généralement, un jeu de rôle, on y trouve 3 choses. On y trouve, ça c'est représenté pareil, un schéma de Vincent Baker, une réflexion qui a fait date en fait et qui aujourd'hui irrigue les productions de jeux de rôle. On y trouve d'abord la fiction. En fait, c'est une conversation où plutôt que de demander quel temps il fait, en général, on va parler d'un contenu fictionnel, souvent dans un monde imaginaire. C'est pour ça c'est là où va se trouver des choses comme le barbare, la côte de l'épée, voilà, si on veut parler de Donjons et Dragons, ça va être dans la fiction. Et c'est pour ça qu'on joue à Donjons et Dragons et pas à un jeu de dés étrange où quand on fait 20, on est très content et 1, on n'est pas content. Genre, le 20, c'est qu'on a tapé fort dans le dragon quand même. Il y a les accessoires qui sont ceux qu'on connaît souvent dans le jeu de rôle, les dés, les fiches de perso, tout ça, tout ce qui est le crunch, les mécaniques souvent. Et il y a aussi la conversation. Ce qui est important, c'est que le jeu de rôle, ça se passe, il y a une phase du jeu où par exemple, les joueurs, les joueuses font le plan entre elles, et après elles disent quelque chose au maître du jeu, au meneur de jeu, et après le meneur du jeu dit la réaction. Et en fait, c'est cet objet-là qui d'habitude n'est pas pensé, parce que d'habitude, si je vous dis, ok, mais les règles de jeu de rôle, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, on va me parler quand on dit un système de jeu, on va dire, ah bah le système de jeu, c'est des 20, ou tu jettes 2 dés, tu fais le meilleur, ou je sais pas quoi, enfin, avec des cartes. Et généralement, on assigne les mécaniques et le système tout à la partie des accessoires. Alors que l'approche que permet de conceptualiser ce petit schéma tout bête, qui est d'origine, hein, je l'ai juste piqué à Vincent Baker, d'où l'attribution, c'est que on peut prévoir des règles pour tout. Il y a des règles qui n'opèrent que dans le royaume de la fiction. Il y a des règles qui opèrent dans le royaume de la conversation. Et il y a des règles qui opèrent sur les interactions entre chacun. Par exemple, c'est évident qu'on a des règles qui opèrent entre les accessoires et la fiction, puisqu'on dit si tu fais 20, bah, le dragon, il est pas, enfin, il est mort. Voilà. On va dire tu fais 20 sur ton dé, le dragon est mort. Donc dans la fiction, il n'y a plus de dragon. Ça, c'est une règle qui gère la liaison accessoire-fiction. Et nous, ce qu'on va considérer, c'est qu'il y a des règles très importantes qui gèrent la conversation. Et donc, pas les personnages, mais les participants. Parce que l'idée derrière, qui est très importante et qui a été donc je mets noir sur blanc ce slogan de système does matter, qui est central à la forge, c'est que les différentes règles qu'on choisit, les systèmes de règles, et pas seulement liés au dé, mais donc liés à ces 3 composantes, vont structurer de manière cruciale notre expérience. Et donc voilà, ça c'est la forme que prend ce slogan si on se limite à la culture rôliste ou surtout théorie rôliste. Mais en vérité, selon son patronage, on peut choisir une autre forme, on peut choisir de citer Victor Hugo, parce que c'est vraiment la même chose que le fond, c'est la forme qui remonte à la surface, ou si on est plutôt, je ne sais pas exactement, enfin on croise pas mal dans les discussions internationales, don't hate the player, hate the game. C'est que donc le système, l'ensemble des règles qu'on se donne, vont former notre expérience. D'où le fait qu'à Monopoly, on est tous affreusement cyniques, tout ça, et on peut avoir des ramifications en termes de sociologie ou de sciences politiques, en fait, dans les fonctionnements des dynamiques sociales arbitrairement larges. Donc effectivement, là où moi je vais beaucoup me concentrer, c'est pas les règles telles qu'elles forment l'expérience du groupe d'aventuriers, tel qu'on le voit ici à gauche, mais les règles telles qu'elles forment l'expérience du groupe de participants. Parce que si une session de jeu de rôle, c'est l'histoire d'un groupe qui va entrer dans un donjon, c'est surtout l'histoire de gens qui se sont mis à une table et qui ont joué ensemble. Et donc on va essayer de faire que l'histoire de ces gens soit une bonne histoire, qu'ils aient passé un bon moment. La première chose qui va l'illustrer, c'est, je trouve, une applicabilité vraiment forte du concept d'affordance au jeu de rôle. En fait, quand vous présentez un jeu à quelqu'un, c'est très utile de le penser comme une boîte avec beaucoup de boutons, avec beaucoup de leviers. Et la notion d'affordance, c'est que, en fait, il va être caractérisé par l'ensemble des interactions que vous pouvez donner à vos joueurs. D'où la boîte à 1000 leviers. Imaginez, c'est un personnage. Vous lui donnez un personnage. Quand vous dites jouer à un jeu de rôle, en général, vous lui donnez un personnage. Voici 1000 leviers. Voilà, fais joujou avec. Je te dis des phrases et tu fais joujou avec tes boutons. Et ce qui est important, c'est qu'on voit sur les boutons du bas, c'est que la forme des leviers qu'on lui donne va influencer ce qu'ils vont devoir tendance à faire. Typiquement, sur le cas de gauche, ben, bon, si je vous dis pas que c'est une expérience sur la parence, on va avoir tendance à le pousser. Le deuxième, on va avoir tendance à le tourner. Et c'est juste suggéré par des questions de forme. D'où la question de la forme va influencer l'interaction, va influencer le fond. L'autre chose très importante dont je vais parler ce soir, c'est l'autorité. Mais ça, je laisserai quelqu'un en parler 1000 fois mieux que moi. Alors, on n'a pas le Non, son. pas le son. D'accord, c'est parfait.
Bah, alors je vais pas chercher les réglages maintenant. J'aurais dû le vérifier tout à l'heure, c'est ma faute. Tu peux l'activer dans le partage. Au moment du partage, tu as une case à cocher. J'ai une case à cocher. Ouais, Au moment du partage. OK. Bon, bah, tant pis. Donc on ne le verra pas, mais c'est pas grave parce que je peux vous faire voilà, le play by play. C'était un film muet. Ce qu'on voyait, c'était, le roi Louis XIV, petit Louis, qui, en gros décide, agrandit et dit il prend le pouvoir à sa mère et il dit: «Hop, hop, hop, voilà les chrétiens, moi j'aime pas ça, on va faire de la religion antique avec des soleils et tout et d'ailleurs mon tonton je l'aime pas non plus donc il vient plus au conseil». Et elle lui dit: «Mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas bien». Et il fait: «Bah, si je peux le faire et d'ailleurs regarde, c'est fait». Ouais, bon, on n'en est plus là, hein, il y avait beaucoup de défauts à ce genre de gouvernance, mais qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est le: «Et voilà, c'est fait». C'est l'autorité qu'il a, à décréter que par sa parole, sa volonté soit faite. Et en fait, c'est un truc très important dans le jeu de rôle puisque, en vérité, quand on parle du donjon et tout, il n'existe pas, c'est juste une encore une fois, c'est une conversation. Et donc la grande force, la spécificité du jeu de rôle, je trouve, c'est que on peut vraiment influencer dramatiquement, comme on veut, la fiction, juste en disant: «Voilà, c'est comme ça». Mais c'est un peu plus fin que ça, en fait. Comment se forme l'autorité? Où est-ce qu'elle est constituée? Ça va être le gros problème parce que, oui, à mon avis, c'est vraiment ça qu'il faut chercher. L'avantage de ne plus avoir à s'embêter avec des figurines ou un avantage que, par exemple, on a sur le grandeur nature, où c'est très dur de vivre des aventures extracorporelles en grandeur nature. À un moment, bon, l'intérêt, c'est quand même de se le représenter, de le vivre dans sa corporéité. En jeu de rôle sur table, on n'a pas ça et du coup, il faut chercher à bien l'utiliser. Et donc, en jeu de rôle sur table, potentiellement, tout le monde autour de la table est un petit démiurge. On peut dire: «Ah bah voilà, là, un météorite tombe, la planète explose et puis en fait, on passe dans l'arc cosmique, je sais pas quoi». Pourquoi pas? En général, c'est plutôt le MJ qui dit ça. Mais c'est d'ailleurs, je le dis incidemment, que pour moi, c'est la meilleure clé pour gérer un problème qu'on dit souvent rencontrer et qui pour moi est un faux problème, en fait. C'est que justement, on n'a pas réussi à bien utiliser cet outil qui est celui du murder robot. Voilà, un groupe de murder robots, dans la vraie vie en bas, des gens qui ont juste des outils pour tout casser et qui sont là pour tout casser. Eh ben oui, et en fait, on peut dire c'est un truc qui est totalement permis par le jeu de rôle et c'est un truc qu'on peut très, très bien gérer en disant: «Oui, effectivement, tu peux le faire, et on va pouvoir en faire une bonne partie, une bonne histoire. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Ce qui est surtout important, c'est cette histoire de on a autorité sur la partie et sur la fiction, parce que la fiction, c'est juste notre conversation. Et pour ça, je vais utiliser un exemple, je vais y revenir pas mal de fois. On a une partie, on est dans un bar, il y a des PJ qui sont dans un bar, c'est je sais pas, des gredins, des criminels, et il y en a un qui dit, joueuse autorité classique, hein, joueuse, meneuse de jeu, et une joueuse dit à la meneuse, «Ah bah tiens, je vais voir le barman et je vais lui demander un contact là pour revendre des objets volés là, des rustlers». OK, OK. Une fois qu'on a dit ça, là, c'est la situation qui est dépeinte. Le barman, il est derrière son bar, hein, c'est évident. Qu'est On n'a pas dit grand chose en fait sur la conduite de la partie. C'est pour ça que je vais parler de l'autorité et de la répartition d'autorité. La manière classique dont on s'attendrait à le voir, c'est effectivement la joueuse. Je prends la convention, joueuse, une joueuse, un personnage, assez instinctivement maintenant, désolé si je vais essayer de tout remettre, mais donc notre joueuse, elle dit comme ça son intention: «Je vais aller voir le barman», donc c'est elle, tout est codé en orange pour la joueuse, c'est elle qui initie la flèche de déplacement et elle va voir le barman, elle dit: «Hé barman», et ensuite, ce à quoi on s'attend, c'est que la meneuse de jeu réponde, «Oui, ce sera quoi?» Voilà, et elle va interagir et à la fin, finalement, c'est la meneuse de jeu qui va se dire si le barman donne l'information sur les receleurs. OK, c'est un mode, c'est sûrement le mode, je pense, le plus classique, même s'il y en a d'autres. Un autre mode, qui serait, la joueuse à la table dit: «Je vais voir le barman et il me donne des infos sur des receleurs. Il me donne 3 planques où il y a des receleurs et voilà, ensuite, on peut élaborer là-dessus. Ce qui est fondamentalement différent ici, c'est qu'elle n'a pas eu besoin d'attendre l'accord de la meneuse de jeu pour avoir ses planques, pour savoir que le barman allait dire oui et pas juste: «Ah, tu m'embêtes, ce soir c'est bien chargé donc reviens plus tard». Ce qui aurait pu se produire. C'est vraiment fondamentalement différent et c'est d'ailleurs entièrement ce qui est marqué dans des jeux façon livrée, quand vous avez des jeux propulsés par l'apocalypse ou plus tard des Belonging, Outside Belonging, qui vous disent: «Tu peux toujours, je sais pas, trouver des gens pas nets pour faire tes plans crapuleux». C'est ce que ça dit. C'est pas: «Tu peux toujours» si la MJ veut dire, c'est: «Tu peux toujours».
et donc c'est un mode. Mais ça remet fondamentalement en question qui a le droit de dire quoi. C'est peut-être pas inhabituel, mais en vérité, en fait, on pourrait constater que le mode qu'on dirait classique, avec la séparation des rôles, à un moment, il casse aux empoignures parce que, imaginez le cas où je dis: «Ah bah tiens, je vais voir, je suis joueuse, je vais voir le barman» et ma meneuse me dit: «Non, non, alors que tu te diriges voir le barman, et ben, en fait, déjà, il y a pas de barman et 2, il y a un garde qui arrive et qui te dit, "Tiens, madame, suivez-moi"». Heu, c'est possible, c'est un exemple qu'on aurait pu imaginer, mais on peut voir que dans ce cas-là, en fait, on remet en question l'autorité de la joueuse sur les actions de son perso et c'est normal parce qu'en vérité, heu il n'y a pas d'autorité absolue sur l'un et d'autorité absolue sur l'autre, ça ne peut pas marcher et c'est d'ailleurs un très bon microcosme de la vraie vie. C'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à vouloir, transmettre, explorer avec les personnes avec qui on joue, que ce soit des patients dans l'accompagnement enfin voilà, socio-éducatif. C'est, l'un va avec l'autre. En fait, il y a un moment où il y a un couplage et on ne pourra pas faire mieux. Le problème, c'est que d'habitude, ce n'est pas dit et c'est toujours à l'appréciation et généralement au bénéfice de la meneuse. D'ailleurs, on verrait dans un exemple qu'en fait, les autorités s'expliquent à différents endroits, les étapes I, I, E, E, mais ça, c'est plutôt pour une question. Et le problème avec ça, c'est le non-dit. En fait, le mode de résolution finale, c'est la meneuse a raison. Et ce n'est pas une dynamique enfin, personnellement, je trouve que ce n'est pas une dynamique qui est très viable parce qu'en général, ce que je trouve avec des joueuses qui étaient impliquées, au moment où je leur dis: «Non, non, 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 en fait, tu ne fais pas ça», alors quelque chose elles savent qu'elles auraient c'était légitime, et ben, les joueuses, elles se remettent au fond de leur chaise et on va plus avoir la même participation, voire on n'en aura plus jamais, elles reviendront plus jamais. Voilà, on a des frustrations parce que ce n'est pas dit, c'est une rupture du contrat implicite, social, vous le voulez comme vous voulez. Et une illustration que je trouve est assez parlante là-dessus, c'est enfin, ça parlera plus aux gens qui connaissent un peu les jeux de cartes, avec des combats. Là, j'ai illustré Magic et Yu-Gi-Oh! C'est pas très important, mais en gros, on met des monstres devant soi. Avec ces monstres, on attaque les monstres d'en face, et puis, à la fin, on essaie de tuer le bonhomme en face qui se cache derrière ces monstres. Un truc très important, c'est que quand je dis: «J'attaque avec mon gros monstre là, avec ma carte monstre», dans Magic, si la personne bloque avec ses monstres et avec quel monstre, c'est elle qui choisit, c'est le défenseur qui a autorité. Dans Yu-Gi-Oh! Je dis peut-être des bêtises, mais prenons l'exemple. Je connais plus très bien, mais dans Yu-Gi-Oh! C'est moi l'attaquant qui ai l'autorité sur le monstre que j'attaque. Et on retrouve encore cette notion d'autorité. Qui c'est qui choisit? Qui c'est qui a le dernier mot? Et vraiment, les jeux ne se comportent pas du tout pareil. Encore une fois, système does matter. Rien qu'avec cette petite règle, c'est vraiment radicalement différent. Et maintenant, imaginez un truc. C'est pas l'attaquant ou le défenseur qui, décide comment on bloque. C'est, je sais pas, la personne qui a amené le jeu, qui présente aux autres. Enfin voilà, celle qui se tient là pour l'EMJ. Bon, ben, c'est pas très fonctionnel, c'est généralement pas très satisfaisant et en fait, moi, depuis que j'ai plus de 10 ans, j'ai plus trop vu ce cas. À l'époque, oui, hein, avec des gens qui étaient un peu colériques, tout ça, mais il y a un contrat qui est: si j'attaque, c'est moi qui vais choisir la cible et je compte sur le fait que ce contrat va être tenu. Et c'est vraiment important dans l'expérience, sinon à un moment on se lève et voilà, faire autre chose. Donc voici pour les notions générales, de théorie rôliste qui pour moi, façonnent la conversation et la dynamique et qui sont celles sur lesquelles avec lesquelles je vais penser, mes parties, avec lesquelles je vais penser souvent je vais être animateur, donc s'il y a un jeu avec MJ, je vais tenir le rôle de MJ. Si c'est un jeu sans MJ, je vais quand même avoir un rôle de facilitation. Je vais les avoir en tête et je vais penser à l'effet que je veux produire et notamment par rapport à cette histoire de plus en plus distribuer de l'agence, de plus en plus visibiliser et voilà, dispatcher l'autorité. Mais on peut aussi le voir, un étape intermédiaire entre l'animation, d'une séance et les considérations générales, à l'étape du game design. Parce que, encore une fois, je vais vraiment me répéter, désolé, mais system does matter. Donc il y a des choses qui sont encodées dans les jeux et qui vraiment aident à avoir des parties différentes. Donc d'abord, je vais reparler des affordances et ça, alors ça, c'est il y a beaucoup de littérature là-dessus. Il y a l'éternel problème du combat. La place des combats dans les JDR et ce qu'elle devrait être et ce qu'elle est en pratique. Et typiquement, c'est quelque chose qui a beaucoup, traversé l'histoire de ces 2 jeux de rôle, L'Appel de Cthulhu et Vampire la Mascarade, qui sont vendus comme des jeux pas à propos du combat. Dans L'Appel de Cthulhu, généralement, un des premiers trucs qu'on te dit, c'est: «Oh, bah, si tu vas te battre, tu meurs».
OK, pourquoi pas? C'est logique après tout, vu le positionnement fictionnel et vampire, ah, c'est un jeu d'intrigue, tout ça, de d'horreur sociale, voilà. C'est pas du combat, pas du combat, c'est pas D&D. Et pourtant, voilà, c'est un truc dans l'histoire de ces jeux, il y a du combat, il y a trop de combats, il y en a qui en sont contents, il y en a beaucoup qui sont pas contents. Mais je vais parler d'un jeu où la dissonance est moins claire, mais que je connais beaucoup mieux, qui est Warhammer. Il y a le JDR Warhammer, qui est notamment dans sa 4e édition, qui est un jeu assez classique avec des lancers de dessins et plein de modificateurs. Enfin vraiment un jeu assez classique, assez proche de sa 2e édition. Donc voilà, pas du old school au sens de l'old school revival par exemple, mais voilà, des D&D 3 sauf que c'est du dessin quoi. Voilà à quoi ça ressemble, la résolution d'une action. Je sais pas, tromper quelqu'un, pour placer un truc dans son inventaire, un marchand, je veux placer un truc dans son inventaire. Voici à quoi ressemble l'arbre de décision. C'est bien, c'est simple, je vais pouvoir l'introduire à des gens. Voilà, une décision basique dans le jeu. Mais attention, c'est une décision, pas de combat. Parce que voici à quoi ressemble l'arbre de décision d'un combat. Hem, bon, toutes les parties de cet arbre de décision ne servent pas à tous les jets de combat. À chaque fois qu'il se passe un coup d'épée, il se passe, en théorie, potentiellement tout ceci. C'est beaucoup, d'autant plus que dans ce jeu, j'ai pas fait le récap, mais en gros, il y a ce qui tient lieu de classe qu'on appelle des carrières. Il y en a vraiment beaucoup, qui représentent plutôt le genre de boulot qu'on pourrait avoir dans une ville. Il y a herboriste, il y a pêcheur, il y a quelqu'un qui, enfin voilà, il y a messager, ce genre de choses et en fait, si on regarde, beaucoup de ces carrières n'ont pas vocation à faire du combat et pourtant les règles les servent comme ceci, avec un arbre enfin, très peu d'optimisation, en fait, très peu de ludification dans le non-combat et un système, on peut en critiquer les défauts, mais en tout cas, il est fourni, hein. Il y a moyen d'optimisation personnage pour le combat et donc en fait, quand on joue, pas le combat tel qu'une grande partie du jeu a l'air de le dire et ben, à chaque fois qu'il y a un combat, c'est très long parce qu'il y a, c'est très long d'arbitrer cet arbre et on sait pas trop ce qu'on fait là. Parce que le jeu nous a donné 400 leviers, dont 370 sont du combat. Et ben, nous, du coup, on joue avec un espèce de squelette de jeu, un peu rachitique, quoi. Et c'est un problème et d'ailleurs tout le monde ne joue pas à Warhammer de la même manière. Quand on suit les avis sur Facebook, il y en a qui jouent des groupes, purement expédition de mercenaires, tout ça et il y en a d'autres qui jouent, ma vie à la campagne dans le monde le plus sombre que vous pouvez imaginer. Mais donc ici clairement une question de design et d'ailleurs il y a enfin voilà, il y a beaucoup de hacks comme dans pas mal de jeux traditionnels, des gens qui jouent avec leur version parce que ça ne va pas du tout, les affordances qu'on leur donne. Un autre point et qui là va être vraiment sur la conversation, je sais pas, c'est les jeux force the story, on en a toute une gamme en français là, édité dans ce genre de boîte pour la reine et tous ses descendants comme le casse de trop, où en gros la mé le jeu c'est, on tire des cartes à tour de rôle, il y a une question, il y a une problématique donc pour la reine, c'est vous accompagnez une reine, à la fin elle va être attaquée, est-ce que vous la défendez? Est-ce que vous aimerez votre reine assez pour la défendre? Tout ça. Le casse de trop, c'est vous avez fait un casse, vous vous êtes fait choper, vous êtes en prison, à la fin il va falloir voter sur sort qui sort pas. Et on se pose des questions et on développe notre personnage. Typiquement, une question que vous suspectez pour la reine, vous suspectez que ce périple n'est pas qu'un voyage diplomatique. Que se trame-t-il d'autre et selon vous et pourquoi? Eh ben, en fait, c'est pas ça dont je vais parler, c'est pas ça la règle importante parce qu'ils suivent tous cette trame. Ce dont je veux parler, c'est vraiment ce tout petit bout qu'on trouve en bas des cartes du casse de trop et qui est, en gros, une fois que vous avez fini de répondre à votre question, que vous avez fourni un nouvel élément pour développer votre personnage, eh ben, demandez aux autres joueurs autour de vous de vous poser une question par rapport à votre réponse, de vous demander de développer. C'est rien du tout. C'est vraiment le même addendum en bas de chaque carte de ce jeu et ça change radicalement l'expérience entre pour la reine et le casse de trop. Pour la reine, en général, avec la plupart des tables qui ne sont pas habituées, dont c'est pas la pratique, c'est un jeu avec très peu d'interaction. Le casse de trop, c'est un jeu avec beaucoup plus d'interaction. On pourrait toujours dire que oui, c'est léger, c'est un jeu quasiment sans règles, hein, mais avec beaucoup plus d'interaction et tout ce qui suffit, c'est quelque part la suggestion qui c'est le moment de poser des questions. Il faut poser des questions. En fait, tout le monde peut dire: «Ah non, ça va, j'en ai aucune à poser», mais ça suffit et ça, c'est une règle qui appartient vraiment seulement et vraiment, c'est sur le nez, quoi, au à la conversation parmi les trois composantes et vraiment, c'est radical. Donc un conseil qu'on a souvent donné, c'est quand vous jouez pour la reine, à la fin de chaque carte, demandez à tout le monde: «Alors, posez une question» et voilà, on retrouve la problématique si jamais on ne veut plus jouer ce genre de fiction. Voilà, un exemple très pratique de comment on peut
légiférer, comment on peut, réglementer la conversation, alors que c'est quelque chose qui était généralement un impensé, dans le jeu de rôle traditionnel. Et enfin, dernier aspect, j'y reviens quand même, c'est l'autorité. Et pour l'autorité, je vais parler d'un jeu, qui est Agone, pas encore traduit, donc ça va pas être pratique sur les exemples, je vais un peu expliquer la teneur. Mais, mais pas mal d'égards pourrait ressembler à un jeu tradi. On joue des héros grecs qui vont d'île en île, mais bon, enfin c'est vraiment, c'est vraiment un peu, pop culture, enfin un péplum où on va faire des actions, tout à fait délirantes, un groupe avec de la camaraderie et parfois un peu de vacherie, à plein d'égards, avec, une meneuse de jeu et des joueuses et une structure en épisode. Enfin, d'ici, ça pourrait être un jeu, on pourrait le jouer comme ça d'ailleurs. On peut le jouer juste avec le système de résolution qui implique des brouettes de dés pour pas mal de chance et juste comme ça. Mais en fait, les règles qui sont vraiment importantes, on a trouvé quand on lit Agone, c'est ce qu'on mettrait en général dans les conseils au MJ. En fait, sur la tenue de la partie et qui tiennent à peu près tous à l'autorité. Ils te disent: «Non, toi MJ, tu ne fais pas la partie comme tu veux, tu la fais comme ça». Alors tu peux ne pas la faire comme ça, mais dans ce cas-là, on le dit pas encore, mais il y a quand même un peu l'idée de tu joues pas vraiment à Agone. C'est ça qui donne le feeling d'Agone. Et donc, il y a trois choses importantes là-dedans. Typiquement, il y a ce graphique en haut qui montre la structure d'un épisode. Là, une séance, c'est un épisode, c'est une île, la structure d'une île. La structure d'une île, c'est on arrive, on fait une suite d'épreuves, des trials, et à la fin, il y a un trial, un moment, on va décider qu'on est bon, on peut passer à la bataille, à l'initiative des joueuses, ou bien quand ça arrive sur une des batailles qui sont préexistantes sur l'île. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien qui n'est pas un trial ou la résolution d'une épreuve. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de scène d'exposition, et c'est pas grave, on peut faire de l'exposition à l'intérieur de la narration environnementale, ce genre de choses, mais il n'y en a pas ailleurs. L'autre chose qui est vraiment cruciale, qui est facile de passer à côté, mais c'est le Strive Player Process, qui est donc la boucle du MJ. On parle de boucle de gameplay dans pas mal de disciplines, notamment en jeux vidéo, et là, il y a une boucle de gameplay pour le MJ, plus que pour les joueuses d'ailleurs. Et la boucle, c'est tu révèles, c'est 3 étapes, tu révèles, tu poses des questions, tu révèles la situation, en fait, tu leur dis, ce qui se passe, à la fois à quoi ça ressemble et quelle est la problématique en cours. Tu leur poses des questions pour savoir, ce qu'ils veulent savoir et dans quelle direction ils veulent aller. Heu et les joueuses posent des questions aussi. Il y a juste une phase de discussion qui est vraiment la conversation non structurée et à la fin, il se produit l'épreuve elle-même, un contest tu le juges. Et là, c'est le moment où tu mets les règles avec les dés. C'est le seul moment où il y a les règles avec les dés. Une fois que tu as fait ça, hop, la situation change et donc tu révèles la nouvelle situation. Révèle, demande, juge. Révèle, demande, juge. Tu n'as rien le droit de faire d'autre en tant que MJ dans le jour par jour. À un moment, il faut savoir où tu en es et voilà, ça donne vraiment un feeling et une d'expérience colle au côté film d'action. Il se passe des choses, il peut y avoir des descriptions et tout, mais il y a un rythme. Il y a un rythme vraiment un toutoum, toutoum, toutou et c'est ça qu'il donne. Ce n'est pas les dés, ce n'est pas les fiches de perso, c'est la latitude ou le peu de latitude, la structure qui est donnée au MJ et ce qui est important, donc, c'est que le MJ n'en sorte pas. Il n'a pas autorité qui dépasse cette boucle-là. Enfin, dernière chose et qui en parle très clairement et ça, c'est beaucoup plus représentatif de ce qui se passe dans la production actuelle de jeux de rôle, c'est la validité. En gros, c'est le livre dit à la personne qui le lit et qui va souvent être MJ, ça change pas, c'est, décide de quoi? Par exemple, si je décide d'utiliser telle compétence, est-ce que c'est la joueuse c'est le test qui choisit ou est-ce que c'est le MJ? Et ben, le livre te le dit. Et quand le livre te dit: «C'est la joueuse qui décide d'utiliser la compétence escamotage plutôt que brutaliser», et ben, tu peux toujours décider de ne pas le suivre parce que c'est comme ça qu'on le fait en pratique. Mais Mmh, c'est une règle. Voilà, c'est une règle qui te dit: «Sur ce point-là, sur cet aspect-là de résolution, voilà qui a l'autorité, voilà comment ça se passe. Qui a le droit de peser sur la discussion, qui a le droit d'en discuter?» et voilà à la fin qui dit: «Ce sera comme ça». Et ça peut faire bizarre, hein. C'est comme l'exemple du bar de tout à l'heure. À un moment, avec un jeu comme ça, la joueuse pourrait dire: «Non, il n'y a pas de garde qui arrive, j'ai dit que j'allais avoir les infos sur mes receleurs». Donc c'est le moment où, en général, on peut les rater parce que c'est pas les comme je disais, d'habitude, on le conçoit plutôt comme une section de conseils au MJ. Mais en vérité, c'est très utile d'y penser comme des règles de tenue de partie et si c'est encore à la responsabilité d'une MJ, parce que c'est un jeu à répartition classique, et ben, c'est règles pour MJ. Et d'ailleurs, c'était un sujet pourquoi les jeux de l'Apocalypse avaient rencontré de la résistance, c'est que c'est très différent et qu'on ne veut pas forcément être restreint. Mais il y a plein de bonnes propriétés à ça, dont le fait que ça rend explicite le contrat
le contrat d'autorité, le contrat social, et que en plus, du coup, on peut jouer avec et maintenir l'engagement. Donc voici un peu pour des considérations de game design et de comment, ça forme, les expériences et je vais parler de 2 cas en particulier qu'on a pu animer avec l'association. Le premier, ça va être particulièrement informatif parce que malgré tout ce que j'ai pu dire sur, Warhammer difficile à jouer et pourtant on en a de l'amour pour ce jeu, hein, en moi encore certaines personnes dans l'assistance encore plus que moi, mais voilà. Difficile, il y a des problèmes dans la tenue d'une partie et on l'a quand même animé. On l'a quand même animé à l'occasion de la sortie d'un jeu vidéo, Total War et donc ça, c'était plus sur le côté événementiel, mais il y a quand même un côté, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette partie? L'idée, c'était on voulait représenter fictionnellement 2 thèmes. Enfin, je vais parler notamment d'une partie que j'ai pu animer plusieurs fois, donc voilà, j'ai pu constater comment elle marche. 2 thèmes. D'une, la corruption et un peu se laisser aller à ses mauvais penchants, qu'on va appeler un démon parce que ça va très bien dans la fiction. Bon voilà, il y a des démons, des forces corruptrices et à quel point on veut aller se laisser à elles pour réussir ses objectifs quand même. Et le deuxième thème, c'est en gros, il n'y a pas de choix idéal. On va faire des choix imparfaits dans un monde imparfait. C'est une fiction pour apprendre un peu ce genre de choses. Et notamment, qui je trouve pareil est encore un très bon moyen de gérer la tentation du démiurge. C'est que oui, tu peux faire ce choix. Le problème, c'est que vaste communicant. Et donc, on a dû modifier un petit peu le jeu. Introduire notamment une notion de cette histoire de démon. Par exemple, un démon pouvait être la rage et qui dit tu peux toujours réussir ce que tu veux en faisant appel suffisamment fort à ta rage. Et ça a été représenté par des petits propres. Il a fallu modifier la feuille parce que on n'y voyait pas assez bien les affordances que nous on voulait mettre. Et notamment, il y en a des nouvelles. Il y a cette histoire. Ici, on peut voir des choses qui sont notées en rouge, qui est un moyen de faire ressortir ce qu'on encourage le personnage et la joueuse à faire. Et, euh, et il y a cette petite carte qui était une carte au format Magic que les gens pouvaient avoir, dont un côté était noir. Et voilà. Et pour dire, je lève ma carte rage pour dire, j'utilise ma rage, je ne raterai pas cette action. OK, premier point. Donc ça, c'était le côté corruption. Deuxième point, donc ça, c'est une photo qui était vue en partie et ça se voit très, très peu. Mais en gros, ils devaient gérer un certain nombre de problèmes qui menaçaient la situation. En gros, ils étaient dans un camp militaire et ça menace. Il y avait des problèmes de faim, de déloyauté, de ce genre de choses. C'est un scénario qu'on peut imaginer assez facilement, hein. C'est des choses assez typiques dans le camp militaire, dans la fiction, traditionnelle du jeu de rôle. C'est pas toujours facile parce qu'on revient souvent, à des développements, classiques du jeu de rôle. Et ben là, tout bêtement, comme pour l'histoire de tu peux poser la question, tu dois poser la question en bas des cartes de cases de trop. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste écrit, on a fait un petit bout de papier, on a écrit dessus, en gros, le problème. Par exemple, on manque de nourriture. C'était pas génial, hein, littérairement, c'est pas génial. Et ensuite, on met un dé dessus qui te dit: «Ce problème, il est à 4 de sévérité maintenant» et régulièrement, les problèmes qui n'étaient pas traités augmentaient de sévérité. Tac, 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 tac et donc il faut les traiter et quand tu les traites, si tu risques de générer d'autres problèmes et c'était juste ces petits post-it là, écrits à la main, pas très jolis, avec leur tour de dé dessus, qui rythmaient la partie, qui redirigeaient l'attention et ben les retours, c'est qu'il y a des gens, notamment sur cette partie, qui ont beaucoup aimé. Je l'ai joué maintenant 3 fois. Mais ce qu'ils ont aimé, ben, ce qu'ils ont retenu, c'est en gros ce qu'on a apporté. À la fois le côté démon, bon, il marcherait pas en campagne, il marcherait pas forcément à faire ce que Warhammer essaie de faire, mais et le côté les tours de dés. Le problème qu'on aurait pu voir venir, c'est que la frustration, c'est quand même une émotion difficile à suggérer quand tu viens jouer à un jeu de rôle. C'est quand même le jeu de la frustration, donc il faut le contrebalancer. Mais vraiment ces petits points, pareil, sur du rien du tout, hein. C'est pas, du game design du feu de Dieu, hein. Ces petits points créent une expérience vraiment différente. Des scénarios qu'on a eu du mal à jouer avant, jouer ce genre de sentiments, jouer ce genre d'expérience. Ici, vraiment, les joueuses étaient tête devant. Ça s'est très bien transmis. Et donc là, vous pouvez vous dire à ce stade que c'est une histoire d'indépendance, mais qu'en fait, ce que je vous fais, c'est un plaidoyer pour l'UX. Et oui, peut-être. Oui, oui, certainement. Vous aurez raison. Et vous pouvez peut-être vous dire aussi que ce que je raconte, c'est n'importe quoi, c'est de la pop UX, c'est pas du tout à propos de ça. Et vous aurez probablement raison parce que c'est pas mon boulot non plus. Mais effectivement, ça nous rappelle cette histoire de la forme, c'est le fond. Et le fond, c'est la forme, même si Victor Hugo le disait bien mieux que moi. Enfin, dernière expérience, la maison d'arrêt. La maison d'arrêt, on y est allé. Grande observation au début, il faut qu'on travaille avec l'écoute et peut-être sur l'écoute. C'était quelque chose qui était, pour plein de raisons, hein, compréhensible. La parole allait très vite, elle fusait, beaucoup de spontanéité, d'improvisation, mais pas beaucoup d'écoute. Et difficile de bâtir sur des, des situations, les contributions des uns des autres, et en plus de se mettre en personnage. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Pareil, on est allé à la cuisine et on a se dit comment, dans la dynamique d'une partie de jeu de rôle,
ça se produit, en fait. Qu'est-ce qui demande l'écoute? Qu'est-ce qui stimule l'écoute? Et en fait, on a fait quelque chose. C'est petit ça. Oh, c'est tout petit. Structure très, très simple, parce qu'il fallait aussi de la simplicité, ça je pourrais en reparler, mais en gros, pas de familiarité ni avec les médias narratifs, ni avec les imaginaires, ni avec les formes de jeu. Donc il fallait la simplicité même. Et là encore, un truc, c'est important. Il ne faut pas 400 leviers, il faut 4 leviers, maximum. Donc ce qui se passe, c'est, moi je suis facilitateur, je suis MJ, je pose un problème. Et ben ensuite, à tour de rôle, les gens vont résoudre les problèmes que je donne. On complexifie ça un peu avec, quand je pose un problème, je pose une situation. Ah bah tiens, là, tu es en bateau, mais bah, d'essence, pas de chance, plus de kérosène, hein, enfin de mazout. Et ensuite, chacune des personnes autour de la table, chacun des autres joueurs, va rajouter une chose à la situation. Ça peut être un élément de problème, ça peut être un élément de décor, ça peut être un élément de solution. C'est juste étoffer un peu la situation. Et d'ailleurs, à ce cadre-là, ils prennent des responsabilités qui seraient traditionnellement plutôt MJ. Mais c'est de leur autorité. Et à un moment, quand ils disent un truc, moi, je ne peux pas leur dire non. À un moment, je peux leur dire, bah, ça m'a l'air pas ouf. En vrai, je pense qu'on peut faire mieux. Mais à la fin, c'est oui. D'ailleurs, je soupçonne que la dernière intervention, on reparlera de ça. C'est oui. Parce que je leur ai donné cette autorité, donc c'est comme ça. Et ensuite, le joueur dont c'est le tour formule l'intention, dit, OK, avec ce problème et avec ces éléments, voici ce que mon personnage va faire. Tout le monde avait un personnage qui était juste caractérisé par un archétype. Et en gros, il va juste prendre quelques dés à 6 faces, très simple. Un de base, un s'il utilise son archétype, par exemple si c'est le bricolo, si c'est le gros bras, le cerveau. Voilà, si sa solution implique ça, bah t'en prends un de plus. Un si tu utilises un des éléments que les autres joueurs ont ajouté, et un si tu utilises un des éléments de setting qu'on a créé au début. Et qu'est-ce qu'on retrouve là? Un, si tu utilises l'archétype, eh ben, l'idée, c'est de rapprocher les gens de leur personnage, parce que c'était une des problématiques qu'on avait cherché à amener, à dissocier, en fait, à gérer cette dualité de le joueuse et son personnage. Et donc, pour ne pas avoir des décisions qui n'impliquaient que la subjectivité de la joueuse, mais qui essayaient aussi de jouer sur l'empathie fictionnelle, voilà, un dé. Un dé aussi sur la réutilisation des compétences. Et ben là, si tu as envie de gagner, ce qui est parfois le cas, même régulièrement quand on se met en contexte de jeu, et ben tu as intérêt à écouter ce que les autres ont dit. C'est bien, c'est un peu ce qu'on cherchait. Ça va pas casser trois pattes à un canard, hein. Et à la fin, bien sûr, quand on jette tous ces dés, on garde le meilleur. L'intérêt, un truc qui était important là-dessus, c'est que tout le monde sent assez intuitivement que, ouais, si tu veux gagner, tu as plus de dés. C'est pas, on va pas suivre les lois géométriques, tout ça, on s'en fout. Mais tu sais que si tu prends le meilleur de 5 dés, bah, tu vas faire mieux que si tu prends un dé, quoi. Et donc, ce jeu, ce proto-jeu, en fait, parce que j'ai pas envie de vendre, voilà, je vais jamais vendre ça, même sur itch.io, tout ça. Ce flot de conversation, ce flot de jeux fictionnels était uniquement pour renforcer l'utilisation de l'archétype et l'utilisation d'éléments de problème, et donc l'écoute parmi ça. Et en plus, il avait la propriété, ici, j'ai essayé de symboliser par les codes couleurs, de l'autorité. Parce qu'un truc qui était important et qui a été, pareil, une observation dans le contexte de la maison d'arrêt, c'est ben, des joueurs qui étaient prêts à se remettre tout en question. Et c'était un peu difficile de leur dire, non, non, tu as dit ça, ce sera vrai. Et c'est pour, voilà, pour rappeler encore une fois l'autorité, pour moi, une des grandes notions, un des grands aspects qu'on peut transmettre, parce que notre récit peut être vu comme un microcosme, le groupe fictionnel, voilà, le récit peut être vu comme un microcosme de la conversation et de l'interaction très humaine que nous, on va avoir. Donc voici pour nos expériences. Je pourrais étendre plus, mais surtout merci d'être venu assister à cette discussion. Et voilà, je vais rendre Corentin la parole.